Donc on va commencer. Donc dans Des Tours de Babel, Jacques Derrida nous donne une définition de la double contrainte, du double bind, de ce qu'est la traduction. Il en ressort que la langue ne se traduit pas sans perte pour l'un ou pour l'autre des termes. Les langues ne sont jamais égales, il y a toujours une perte. Et déjà, Friedrich Schlegel le remarquait en disant que ce qui se perd dans les traductions, bonnes ou même excellentes, est justement ce qu'il y a de meilleur. L'impossibilité de mettre deux langues sur un même plan sémantique conduit à une tache blanche, dans laquelle, si on suit Emmanuel Ocar, quelque chose pourrait éventuellement aller. Donc, en citant Emmanuel Ocar, à mes yeux, donc, la contribution des traductions de poésie américaine d'aujourd'hui à la littérature française consiste à 1. Fabriquer de la distance dans un espace-temps en voie de resserrement, 2. Dire la distance, 3. Réintroduire des taches blanches dans un contexte général de coloriage. Pour lui, traduire revient donc à gagner du terrain. Vous entendez pas? C'est bon? Donc la deuxième contrainte est que la structure de l'original est marquée par l'exigence d'être traduit. L'original ne l'est que s'il est traduit. Il n'acquiert son statut que dans ce processus. Il est donc endetté envers la traduction qui permet sa survie et sa relève. Mais elle est dans une impossibilité d'exactitude, dans un entre-deux insolvable. Dette et perte, double contrainte sur laquelle Derrida revient encore dans une conférence qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une traduction relevante ?», où il parle de double dette et de double survie, car la traduction élève les signifiants vers son sens ou sa valeur tout en gardant la mémoire endeuillée et endettée du corps singulier, du corps premier qu'elle élève et sauve ainsi. La traduction est relevante, car elle permet cette double survie de l'original qui survit à travers elle et se transforme. Il est relevé. Donc la relève, c'est la traduction, la pseudo-traduction, comme le dit Derrida, de la notion d'Aufhebung de Hegel. Pour Jean Hippolyte, cette notion, c'est nier, supprimer, conserver et foncièrement soulever. Hegel s'en amuse en disant qu'il est remarquable qu'une langue en soit venue, donc l'allemand, à utiliser un seul et même mot pour deux significations contraires. Derrida transporte ce terme en relève car il se situe à la croisée de l'allemand, du français et de l'anglais. Il contient, comme il le dit, plusieurs mots en un seul. Donc la relève, c'est ce qui recouvre sans effacer, ce qui met un objet en suspension tout en le cachant, mais l'objet reste visible. C'est l'image qui se retrouve chez Benjamin, qui est citée par Derrida, de la différence entre le mur, qui était, mais qui cache, et de l'arcade qui soutient tout en laissant passer le jour. Donc chez Kierkegaard, dans la reprise de 1843, on a cette notion qu'il nomme l'Obwalse, que la traductrice la plus récente, Nelly Violanex, explique en une suppression obtenue en tirant vers le haut. Elle le traduit par dépassement. Mais ce qu'il faut dépasser et supprimer chez Kierkegaard en tirant vers le haut, c'est l'épreuve de la reprise, qui est pour lui un nouveau mouvement dialectique qui se substituerait à Hegel, une catégorie nouvelle de la philosophie nouvelle. Pour Kierkegaard, donc là je cite, « Ce qui est repris a été, sinon il ne pourrait pas être repris, mais précisément c'est le fait d'avoir été qui fait que la reprise est une chose nouvelle. » Donc on n'est pas loin de la demande de l'original pour sa traduction. Et la reprise n'est pas simple répétition, comme ça peut être traduit avant. Elle est souvenir en avant et non ressouvenir. Kierkegaard n'est pas dans un mouvement d'éternel retour, mais dans un souvenir en avant, pas dans un ressouvenir. C'est ce renouvellement qui est présent en traduction, et c'est ce qui implique les idées d'intra-traduction et de péremption des traductions. Un texte ressort grandi d'avoir été traduit, car il a été repris par un traducteur, un bon lecteur dont on lit le commentaire, pour paraphraser Charles Leblanc. Il est ainsi transporté dans un autre espace et dans un autre temps. Est-il possible d'imaginer que ce qui est photographié porte en lui la demande à l'être ? La photographie capte un objet, une certaine portion du réel à un moment précis, toujours en retard, et en cela elle permet de montrer un présent qui autrement ne serait pas perceptible. Cet arrêt est toujours visible, c'est même son seul but, rester visible. Il entre dans un cadre et relève un certain réel au sens d'un relevé topographique. Ou dit autrement par Victor Bugging dans l'introduction de Thinking Photography, les représentations ne peuvent néanmoins pas être simplement testées contre le réel, parce que ce réel n'est lui-même constitué qu'à travers l'agencement de ces représentations. Le photographié se retrouve donc endetté par le photographiable, il est mis sur un autre plan d'existence. La photographie relève un sens, un signifiant, et est en elle-même relevée sur un mur. La glose serait facile entre ce que la photographie relève et ce qu'elle révèle, mais la question serait de savoir si la photographie pourrait se constituer comme reprise, ce qu'elle pourrait être à proprement parler. Il est facile d'imaginer en quoi il n'est jamais question de prise de vue, mais de reprise de vue, car le réel constitué de ces représentations est toujours présent. La photographie est elle-même dans une position de double contrainte, elle est endettée envers ce qui a été pris ou repris,
puis relevée et créée. Elle crée elle aussi une tache blanche qui serait constituée du hors-champ, d'une image donnée. C'est cette absence dans le hors-champ qui créerait sans doute ce qui est le meilleur dans une photographie, une espèce d'absence de contexte dans un cadre qu'on ne connaît pas. Arnaud Claes parle de la photographie comme d'une traduction simultanée du monde. C'est déjà une idée chez Benjamin quand il note une citation d'Édouard Fournier, photographier en vers comme synonyme d'une description en vers. Il y aurait donc une accointance entre la tâche du traducteur et celle du photographe. Si ce dernier est traducteur simultané du monde, se retrouve-t-il dans la position du bon lecteur ? Il est possible qu'il soit celui qui lit le monde en capturant des morceaux de lumière, ou même qu'il soit le lecteur et le processeur de ses propres photographies qu'il redonne à lire à un commun. Il serait alors son propre traducteur, car il est certain que le traducteur et le photographe partagent des points communs en tant qu'opérateurs spécifiques qui relèvent quelque chose. Donc après cette présentation des processus de relève et de traduction, je voudrais moins insister sur l'omniprésence et la centralité de ces processus de relève et de traduction dans la modernité. À savoir que la modernité s'ouvre de façon notable par une gigantesque entreprise de relève et de traduction, à savoir la Renaissance, qui est une renaissance de la latinité. La Renaissance est ce moment où quelque chose qui avait été mis en léthargie par la chrétienté, à savoir la culture antique, une partie de la culture antique, accède de nouveau à la lumière. Au Moyen-Âge tardif, la connaissance de la mythologie païenne n'est pas inexistante, mais elle est très imprécise dans la mesure où elle est tirée de manuels qui sont eux-mêmes tirés de manuscrits d'astrologie arabe, donc une interprétation déformante des figures de la mythologie antique à des fins qui ne sont pas les mêmes puisque ce sont des fins divinatoires. Donc la relecture qui est opérée à la Renaissance, en revanche, elle est rendue possible par la consultation de documents originaux, à savoir les encyclopédies byzantines qui arrivent en Europe suite au sac de Constantinople par les Vénitiens en 1453. Et dans cette énorme quantité de documents qui arrivent en Europe, on découvre en particulier les textes de Cicéron, dont on a déjà parlé tout à l'heure dans l'intervention de Chloé Maillet, qui vont avoir une importance sur la formation intellectuelle de plusieurs générations d'artistes et d'érudits. C'est la somme de ces connaissances diverses, la maîtrise de cette nouvelle culture qui va fonder ce qu'on appelle l'humanisme. D'un point de vue iconographique et littéraire, on assiste évidemment à l'explosion des thèmes mythologiques. Je renvoie ici à l'étude de Jean Seznec, La survivance des dieux antiques, ainsi qu'à la récente étude de Philippe Morel, Renaissance dionysiaque. Tout ça pour dire qu'on assiste à des relèves à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une relève éthique qui correspond à l'intégration par les artistes et les érudits de la conception romaine de l'humanité, qui est tirée de la théorie des offices de Cicéron, et qui est discriminante et marquée par une injonction à la production. Il y a ensuite une relève thématique, mythologique, où les artistes s'emparent des grands thèmes de la mythologie, sous sa forme romaine encore. Et pour en revenir au problème de traduction, qui nous intéresse particulièrement ici, on peut dire que la traduction de l'Antiquité par la culture humaniste a été marquée par son imprécision, son incomplétude et le caractère partial et bariolé de son interprétation. J'entends par là que dans un cadre politique qui est la monarchie de droit divin, cette culture a été directement absorbée par la gouvernance pour glorifier sa propre mission et que les artistes ont été largement utilisés, et les thèmes mythologiques avec eux, à des fins de glorification, d'illustration, de décoration par le prince qui s'identifie lui-même tantôt à Apollon, à Jupiter, à Dionysos, etc. Et ce phénomène a une portée plus générale dans la mesure où il nous permet de constater que dès l'ouverture de la modernité, la traduction véhicule des enjeux politiques, éthiques et ontologiques. Les idéaux de la culture humaniste sont des idéaux latins, directement absorbés ou détournés par la gouvernance. Ça n'empêche pas la sincérité des artistes envers leur sujet, comme on le voit par exemple avec Ronsard, qui, bien avant Hölderlin, était entré dans un rapport quasi religieux au mythe et qui va jusqu'à recréer avec des amis des cérémonies pseudo-bachiques, véritable reconstitution, reenactment ou parodie avant l'heure. Cette relève de l'Antiquité romaine par la Renaissance n'est pas non plus sans poser la question de l'archéologie, qui est comprise comme la remontée philologique progressive vers les structures de commencement et de commandement, avec comme postulat qu'une réponse s'y trouve potentiellement inscrite. Le moment hypothétique des origines serait comme un premier texte susceptible de révéler un sens profond et d'expliquer les différentes versions arborées au cours de l'histoire.
La modernité ayant pris naissance dans une relève de la latinité, elle est complètement familière de cette entreprise qui consiste à réinterpréter constamment des mythes. On peut se demander quelle forme prend aujourd'hui concrètement cette réinterprétation constante. On peut apporter quelques éléments de réponse. La citation omniprésente, par exemple, la pratique du sample en musique, la pratique du mème dans la culture numérique, et aussi une bonne partie de l'art moderne et de l'art conceptuel, justifiant la notion même d'histoire de l'art. Ces mécanismes sont bien des processus continus de citation et de réinterprétation, de réarrangement. Réinterprétation, réarrangement et innovation. Baudrillard décrivait la modernité comme une tradition de l'innovation. Tristan Garcia, dans son récent essai La vie intense, l'a définit comme une recherche permanente de l'intensité, par un homme intense dans un cadre moral de l'intensité. Et cela nous intéresse en cela que Garcia insiste sur la nécessité de maintenir en permanence l'intensité, qui est le dogme de la modernité. Car l'intensité, le propre de l'intensité, c'est de s'effondrer dès qu'elle est réalisée, si bien qu'elle a constamment besoin d'opérateurs pour la soulever, la retenir, la maintenir. Et une excellente manière de relever l'intensité, c'est de toujours innover, de modifier, de reprendre, de façon à créer l'illusion de la première fois, du singulier, de l'excentrique. C'est aussi le principe de la mode, qui n'est autre qu'un principe de traduction, de référencement permanent, d'influence réciproque et de plus en plus difficile à décomposer. La modernité exige donc des métamorphoses permanentes, avec le postulat que la réalité n'est pas dans les essences, mais dans les flux et dans l'intensité de ces flux. L'éthique, dès lors, n'est plus une éthique corrélée à une définition de l'homme, qui serait bornée en haut par le dieu et en bas par l'animal, mais une éthique de circonstance, c'est-à-dire une éthique adverbiale. Dans la disparition de l'ontologie, l'absence d'essence, on ne peut évaluer une situation éthique qu'au cas par cas, selon sa loi propre. Alors, qu'est-ce à dire pour la question de la traduction ? Je dirais que la modernité est l'épreuve de l'accroissement de l'intraduisible, de l'hérésie, du singulier. Le cloisonnement actuel des disciplines, par exemple, ne serait au fond qu'un des symptômes de ce qu'on peut appeler une hérésie générale, une situation dans laquelle on est de plus en plus étranger à l'autre, de plus en plus l'hérétique d'un autre. Du coup, moi, suite à Alexandre, j'aimerais vous parler de la relève au travers d'une technique de reconstitution qui s'appelle l'anastylose. Donc, l'anastylose est un procédé archéologique qui tente de reconstituer un édifice ruiné. Elle est exécutée en majeure partie avec les éléments retrouvés sur place et avec les principes architecturaux en vigueur lors de sa construction. Il ne faudra pas négliger une éventuelle consolidation visible avec des matériaux modernes. En effet, ces éléments modernes sont utilisés lorsque les éléments retrouvés sur place ne sont pas suffisants pour relever le monument. Il y a donc, l'anastylose a donc lieu lorsqu'il y a un manquement à l'histoire. Pour le combler, une hypothèse est formulée qui prend la forme de matériaux synthétiques venant soutenir de façon très matérielle la structure relevée. Il serait possible de dire que l'anastylose est maintenue anecdotiquement par une factualité historiale, puisque l'hypothèse, la greffe qui est apportée à l'édifice, n'appartient pas à l'histoire et devra à terme être oubliée. Le surplus ou le complément apporté lors de l'anastylose maintient la possibilité de l'histoire à être achetée au travers de cette forme. Petit signe à Walter Benjamin sur le concept d'histoire. En maintenant ou en soutenant matériellement le bâtiment reconstitué. C'est un objet qui est donc suspendu et hypothétique. Il reste ouvert à toutes les possibilités. Il se construit en effet au seuil de sa réécriture. Pour pouvoir être encore anastylose, il doit pouvoir être falsifiable, déconstruit. Autrement dit, il s'inachève en permanence et par là s'ouvre à la possibilité d'être toujours relevé. C'est donc une forme qui s'extrait de la forme homogène et vide du temps. Ce pourrait être un objet de l'actualité intégrale. Je cite ici le fragment MS 470, à nouveau de Walter Benjamin sur les concepts d'histoire. Le monde messianique est le monde de l'actualité intégrale et est de tous côtés ouverte. Ce n'est qu'en elle qu'existe l'histoire universelle, mais non pas en tant qu'histoire écrite, plutôt accomplie comme une fête. Cette fête est purifiée de toute solennité, aucune espèce de chant ne l'accompagne. Sa langue est une prose intégrale qui fait sauter les chaînes de l'écriture et est comprise de tous les hommes. Si, comme le souligne Fabien Vallose dans une traduction d'une langue à une autre, cette prose intégrale est la langue du bavardage, c'est parce que cette langue oscille entre sémantisme et asémantisme. Le temps de la fête est sans chant, puisqu'il est dégagé de l'histoire, sans hymne, purifié de toute solennité.
Ce serait donc une forme rythmique qui oscille, qui sans cesse doute et se reprend, qui tombe et se relève, qui bégaye. C'est exactement la langue qu'axionne Bartleby avec sa formule I would prefer not to, ou je préférerais ne pas, qu'il répète à plusieurs reprises. Cette phrase grammaticalement presque bonne, mais qui se termine par une indétermination ouverte, ne signant pas ce vers quoi Bartleby préférerait ne pas prendre part. Par ce biais, Bartleby suspend le langage, en tout cas le signifié du langage pour le livrer à une rythmique et à un recommencement perpétuel en répétant cette même phrase. Il ouvre par là une attente, en suspendant le sens de la phrase, il nous fait attendre et sans cesse il repousse le sens. C'est une langue qui ne dit rien et dit tout à la fois, car elle s'inachève et par là se rend encore possible. C'est une langue de la puissance et de l'impuissance, et par là même, comme la lettre de l'alphabet judaïque Aleph, cette langue est celle de la création. Ainsi, Bartleby, en laissant ouvert sa formule, en suspendant son activité puisqu'il finit même par cesser d'écrire, se désœuvre. Il s'ouvre pour autant au monde de l'actualité intégrale, qui est de tous côtés ouverte, c'est-à-dire ouvert à tous les possibles, futur aussi bien que passé. En effet, en rendant le futur comme le passé à nouveau possible, il s'extrait, comme nous l'avons déjà dit, de la forme vide et homogène de l'histoire. Si dans le temps de la fête, le langage parlé est compris de tous, n'est-ce pas le langage précédant la chute de la tour de Babel? Suite à l'entreprise des hommes qui consistait à construire cette tour, ils furent châtiés par Dieu, condamnés selon Dante dans le traité De Vulgari Eloquentia à oublier la langue première. Ce n'est pourtant pas de la part de Dieu ni une soustraction ni une addition. Il n'y a pas eu de destruction ni de création de langue. C'est pour Daniel Ellerhoazen dans Écolalie et C'est sur l'oubli des langues une confusion. Une des thèses principales de Dante est que toutes les langues sont une reconstitution, une réparation suite à la confusion. À nouveau, pour Ellerhoazen, nous pourrions au final toujours être dans la tour de Babel, ou du moins dans un de ses fragments, plongés dans un perpétuel oubli de la langue première et du cataclysme de la punition divine. Je le cite. Le signe le plus sûr que nous résidons encore dans la tour, et peut-être que nous ne le savons pas, puisqu'y habiter ne signifie rien d'autre que survivre dans la confusion de son atmosphère, d'où le perpétuel besoin de relever. Le moment de la fête pourrait être un instant, une fenêtre où l'on sort de la tour, où dans l'actualité intégrale et non plus dans la tentative de commémoration continue, notre passé oublié et amnésique devient à nouveau possible. C'est peut-être pour ça que la prose intégrale, le langage de la fête, est compris par tous, parce que c'est celui, comme le dit à nous Fabien, du barbare, de ce qui vient de l'extérieur, de ce qui a été oublié. Je finirai sur une dernière citation de Daniel Ellerhoazen à propos de l'Aleph. La révélation tout entière serait due à une seule lettre dont tous ont oublié la sonorité. Comment Dieu aurait-il pu se manifester si ce n'est dans une lettre qu'ils avaient déjà oubliée? Unique matière du discours divin, l'Aleph marque le lieu vide où s'initie la parole. Muette, elle veille sur l'oubli qui inaugure tout l'alphabet. Alors, on a vu que l'acte de traduire ou de relever a fondé notre modernité. Celle-ci a consisté notamment à vider les principaux objets symboliques de leur sens afin qu'ils puissent être réactivés à l'infini. On s'intéressera ici aux problèmes complexes entretenus par l'œuvre avec sa traduction. Selon Benjamin, la traduction étant une forme, il convient pour l'appréhender en tant que telle de revenir à l'original, car c'est en lui que réside sa loi en tant que contenu dans la traductibilité de l'original. Nous essaierons alors d'étudier le rapport entretenu par l'œuvre, entendu comme une traduction relevante avec son original, le tout dans une perspective matérialiste. Tout d'abord, la praxis désigne l'action par laquelle l'homme transforme le milieu naturel pour répondre à ses besoins, ce qui l'engage dans la structure sociale. C'est un agir finalisé par une intention. Celui-ci est censé s'opposer à un agir non finalisé, soit la poiesis. Or, d'après Marx, ce fantasme d'un agir qui serait non finalisé est un dispositif idéologique qui rassure la gouvernance en affirmant entre autres que l'œuvre d'art est dénuée de toute intentionnalité, qu'elle est œuvre précisément parce qu'elle n'est qu'œuvre. L'erreur consiste alors à supposer le fait qu'une impulsion, qu'elle soit innée ou inhabituelle, constitue une forme d'expression. Selon John Dewey, dans L'art comme expérience, un tel acte est expressif non pas en soi, mais seulement par l'interprétation réfléchie qu'en fait l'observateur. Il prend notamment pour exemple une nourrice qui interpréterait les pleurs d'un nourrisson comme une expression, alors qu'il pourrait très bien être aussi naturel pour le bébé que sa respiration. De la même manière, la série de sacs Vuitton produite par Jeff Koons, arborant des classiques de la peinture occidentale, voudrait s'apparenter à l'expression d'une poiesis
d'une intention artistique, alors qu'il pourrait très bien simplement s'agir d'une régurgitation de la part d'un bébé venant de manger. Si l'on suit la dialectique hegelienne, chaque suspension, chaque réactivation est liée à un espace-temps qui sera toujours différent. C'est ce qui se permet alors de revisiter infiniment les mêmes sujets. Mais cela implique également, par la même occasion, de faire l'effort d'étudier les rapports complexes d'une expression artistique à ses contextes différents de production, de monstration et de réception. Ainsi, il devient primordial de veiller à ne pas essentialiser l'œuvre d'art, mais plutôt à la critiquer dans son rapport avec un espace-temps donné. Il s'agirait alors de rendre compréhensible pour le commun un mode d'agir, en l'occurrence celui de l'artiste, ainsi que celui des institutions le glorifiant. Or, le problème général rencontré par l'art de nos jours est qu'il prive le sujet ou le spectateur de sa capacité à interpréter ses modalités, la manière la plus simple étant de dissimuler le dispositif permettant cette relève. Ceci revient par exemple à restreindre l'appréciation de l'œuvre à une simple expérience esthétique. A l'inverse, l'exemple de l'arcade utilisé par Derrida est à ce propos édifiant. L'arcade soutient tout en laissant passer le jour. Si l'on filait la métaphore architecturale, on pourrait dire du béton qu'il dissimule ses fondations métalliques sous une apparence unifiée et lisse, et qu'il en va de même pour le miroir qui fait disparaître sa structure en réfléchissant le regard, parfois même à outrance, au point d'en aveugler le spectateur. Afin de rendre transparent ce dispositif, il s'agit pour Alan Sekula d'appréhender ces relèves à rebrousse-poil, car la concentration ou la saturation de celle-ci produit une nouvelle image opaque. Cette image produite, issue de la densification du jadis, est épurée au point de devenir un symbole mythologique. Or, ces symboles sont le véhicule d'idéologies dominantes, en ce qu'elles cherchent à légitimer ou à normaliser des relations de pouvoir existantes. Dans cette optique, le sens originel d'un symbole n'importe plus, sinon plutôt le sens de sa réactivation. Pour éviter cet écueil, il est essentiel de donner à voir le processus de sa réactivation, de le lire par en dessous. En effet, Sekula préconise dans son essai « Défaire le modernisme, réinventer le documentaire » d'envisager l'art comme un mode de communication, comme un discours ancré dans des relations sociales précises, et non comme cette entité vaporeuse, mystique et anhistorique que détermine une expérience ou une expression purement affective. On a eu un exemple avec Pierre Huyck tout à l'heure. Se référant aux écharpes du temps messianique de Walter Benjamin, Sekula rappelle que nos lectures de la production culturelle du passé sont subordonnées aux exigences voilées du temps présent. Pour lui, une interprétation mystificatrice est celle qui universalise l'acte de lecture en le dissociant du contexte historique. Alfred Jarry pointait déjà ces problèmes lors de sa conférence sur le temps dans l'art qu'il tint en 1901. Pour lui, l'ambition de l'artiste est de maintenir son œuvre hors du temps. Or, dit-il, si l'on veut que l'œuvre d'art devienne éternelle un jour, n'est-il pas plus simple, en la libérant soi-même des lisières du temps, de la faire éternelle tout de suite? Ceci reviendrait dès lors à maintenir artificiellement sa suspension, ainsi qu'à dissimuler les mécanismes utilisés. On pourrait illustrer ce propos, par exemple, en prenant l'exemple de Damien Hirst, qui, dans son œuvre pionnière, qui est une grande vitrine renfermant un requin-tigre conservé dans du formol, celui-ci se fit racheter cette œuvre en 2007 par Steve Cohen, dirigeant d'un des plus grands fonds d'investissement américains. Monsieur Hirst, lors de ce rachat, lui proposa de réactualiser son œuvre car le requin mal conservé était en train de se décomposer. Rappelons que l'œuvre se nomme « L'impossibilité physique de la mort dans l'esprit d'un vivant ». Monsieur Hirst se défendit alors dans la presse en clamant « C'est la même œuvre ». Il ajouta, comme pour rassurer son nouveau propriétaire de la pertinence de son investissement, il est garanti... Pardon, oula, merde, j'ai raté le punchline. Il est garanti 200 ans, satisfait ou remboursé. Donc, ayant ici introduit le concept d'Aufhebung comme étant la possibilité d'être un geste moderne qui a pour vocation de relever, mais également comme le symptôme d'une époque qui n'aurait plus d'un côté la force d'innover, mais d'un autre d'être toujours obsédé par la mise en forme de la mise en œuvre, dans cet aller-retour entre un potentiel original et sa copie, je me demande s'il y a ainsi quelque chose d'intelligible, de relevant à traduire, rejouer, recomposer l'espace muséal dans celui du centre commercial. Le centre commercial, dans sa définition d'hyperlieu donnée par Michel Lusseau dans Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation, à savoir une sorte de microcosme à lui seul réunissant une offre commerciale, architecturale mais aussi récréative, semble de plus en plus correspondre à ce que Warhol déclarait en 1975 « Tous les musées deviendront des grands magasins et tous les grands magasins deviendront des musées ».
Exposer des œuvres d'art dans des centres commerciaux semblerait tenir dans un premier temps à offrir un accès à la culture, l'exporter au sein d'un public plus large, mais aussi comme volonté d'éduquer celui qui n'oserait pas pousser la porte du musée. Donc pour appuyer mon interrogation, je souhaite ici vous faire part de 2 exemples. Le premier est qu'en octobre 2017, le musée du Louvre a organisé une exposition hors les murs dans une galerie itinérante de 20 mètres carrés au centre commercial Au Paris Nord à Aulnay-sous-Bois. L'objectif défendu par cette institution au rayonnement mondial était celui d'aller à la rencontre d'un public qui n'a pas l'habitude de venir au musée. Pour cela, de la médiation a été mise en place entre le public et les œuvres. Pourtant, ces dernières sont en fait des copies certifiées par le musée. Cette action est synonyme d'une envie toujours présente de démocratiser l'art, et dans ce cas, finalement, peu importe qu'il s'agisse de copies ou d'œuvres originales, puisque l'idée est de faire découvrir, donner des pistes de lecture à propos des tableaux et sculptures présentés. Nous imaginons facilement qu'exposer les œuvres originales aurait été plus lourd financièrement et en termes d'assurance et de mise en place pour l'institution, et de facto moins accessible pour le public, voire impossible. Il reste pourtant lourd de sens et de symbolique d'exposer des copies d'œuvres dans un temple moderne de la consommation en banlieue parisienne. Mon deuxième exemple s'appuie sur le complexe marchand Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Inauguré en 2015 par les sociétés Unibail-Rodamco et Socri, il est présenté comme le premier centre commercial en France à ciel ouvert sur le modèle des malls américains, et il copie l'architecture d'un village type sud de la France. Dans un premier temps, il semble avoir été créé dans un but de ressouder le tissu urbain de la ville. Cependant, la culture n'est pas mise de côté. Les acheteurs peuvent y trouver un cinéma, une Fnac, mais surtout des expositions d'art dont la justification trouverait sa source par le fait qu'Auguste Renoir lui-même aurait vécu dans cette ville. Cependant, ce lieu de consommation cherche alors à se réinventer sans oublier la création contemporaine, et nous pouvons lire sur leur site internet qu'il est un lieu de vie alliant commerce et espace de détente et de loisirs, et s'affirme également comme un lieu de culture inscrivant l'art contemporain au cœur de ces espaces. Ainsi, cet été, il a été présenté une exposition de Philippe Ramette intitulée « Éloge de la déambulation », commissariée par Jérôme Sens, cofondateur du Palais de Tokyo. Cette exposition, qui présente les photographies de l'artiste dans des panneaux similaires aux panneaux publicitaires que l'on trouve dans nos arrêts de bus, est en fait la 3e étape d'évangélisation de ce lieu, d'évangélisation culturelle de ce lieu, pardon. Nous pouvons aussi trouver, au gré de nos allées et venues dans les différents magasins, plusieurs installations permanentes commandées à des artistes tels que César, Wang Du, Ben et Jean-Michel Otoniel. L'idée de ces installations dans les rues serait de faire comme si elles étaient là depuis toujours. Se pose ici alors la question de l'art contemporain comme décoration dans nos espaces urbains et publics. Mais l'on trouve aussi des œuvres de Miro dont la présence s'explique par la proximité avec la Fondation MAGD, première fondation privée de France. Dans une interview accordée à France Culture, Jérôme Sens déclare que l'idée était d'amener ces œuvres dans cet endroit pour faire que les personnes qui ne poussent pas les portes de ces institutions puissent avoir accès aux œuvres et d'inviter à faire un pas de côté aux néophytes mais aussi aux connaisseurs, à penser le monde différemment, se mettre dans une autre perspective, dans un tel lieu de vie, tendre une main en acceptant de sortir des territoires habituels. Dans une société où capitalisme tente de rimer avec la question du temps libre et de la dématérialisation, il semblerait que les musées et les centres commerciaux souhaitent relever les mêmes défis, être des lieux de partage, de vie, des lieux de rencontre où l'on dépense, mange, flâne et se cultive. Ainsi, ce schéma n'est pas sans nous rappeler, presque de façon miroir, certaines volontés d'institutions culturelles et artistiques comme le Centre Pompidou, et dont l'architecte Renzo Piano répondait aux virulentes critiques à son ouverture que « tant mieux, personne n'a peur de se rendre dans un hypermarché ». Beaubourg n'a pas été imaginé comme un monument intimidant, mais comme une fête et un grand jouet urbain. Reste à savoir si au Polygone Riviera, la plupart des gens ne viennent pas d'abord et avant tout pour admirer les rayons de Primark, plutôt que les photographies de Philippe Ramette, pendant qu'à Beaubourg, la cafétéria et le corner souvenir sont quasi vides. Donc, ces 2 exemples semblent être des tentatives pour donner à comprendre l'art contemporain à un public considéré comme majoritairement néophyte, se dire sur un malentendu qu'ils vont prendre le temps dans une stratégie de flux capitaliste, tout en transposant et traduisant l'hétérotopie du musée à celle du centre commercial. Ainsi, pour conclure, nous avons réfléchi, intervenant aujourd'hui, mais aussi en tant qu'étudiants, à ce qu'était l'espace de rencontre entre la sphère publique et la sphère privée de notre école.
Il s'agit de la galerie Arena qui, accessible de l'extérieur, agit finalement comme la vitrine de l'école. Cette chapelle mise aux normes du White Cube et rejoint d'une certaine manière le dispositif muséal, présente ainsi, à partir de l'œuvre de Mel Bochner, Misunderstanding a Theory of Photography, un ensemble de travaux produits par les étudiants, mais aussi par des artistes contemporains plus confirmés. En 1967, l'artiste Mel Bochner, voulant produire à partir du médium photographique, commence des recherches théoriques sur ce dernier. Pourtant, ce qu'il trouve dans les différents ouvrages de référence semble n'avoir aucune valeur de description, aucune valeur de vérité. Plus il lit, plus il a l'impression de se trouver face à un malentendu colossal. De ce malentendu, il décide alors de compiler un ensemble de plusieurs citations et leur donne le premier titre de Dead Ends and Vicious Circles. Souhaitant les faire publier dans le magazine Art Forum, le rédacteur en chef Philippe Leader lui répond négativement qu'il ne s'agit pas d'un magazine de photographie, mais d'un magazine d'art. Quelques années plus tard, en 1970, la galeriste Marianne Goodman publie une boîte intitulée Artists and Photographs, dans laquelle sont présentes une partie des citations récoltées par Mel Bochner, et portant cette fois-ci le titre que l'on connaît. Ajoutant à la confusion, l'artiste y propose 3 fausses citations et présente la dernière carte de l'enveloppe comme la reproduction du négatif d'un Polaroid. On sait pourtant que le négatif d'un Polaroid n'existe pas. En tant qu'étudiant, présentant cet ensemble des misunderstandings comme le cœur névralgique de l'exposition, nous partons du principe qu'il y a avant toute théorie dans l'histoire de l'art et toute théorie photographique des malentendus. Ces malentendus, suggérés par cette pièce devenue historique et référentielle, deviennent alors le prétexte à produire un ensemble ou comment, à la façon de Mel Bochner, nous puisons à notre tour dans l'histoire de l'art, mais aussi dans l'actualité contemporaine, pour produire des pièces et des expositions. Par ce fait, nous acceptons finalement les divergences d'interprétation sur l'histoire de ce médium, peut-être les réinterprétant nous-mêmes de façon plastique. L'excuse comme prétexte pour faire cette exposition dans notre propre pièce textuelle ou visuelle viendrait relever et réactiver le sens, décaler, changer l'appréciation esthétique de l'œuvre de Bochner, correspond à cette façon dont Jérôme Glysenstein dirait, et je cite, « On ne peut plus se contenter de penser une œuvre d'art comme existant une fois pour toutes en fonction d'un contexte donné, mais il faut la penser dans un ici et maintenant constamment réévalué, dans des circonstances chaque fois différentes, induites par ses variations, déplacements et présentations multiples. » Merci.